Sup les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 21 août 2020, le dernier SmackDown avant SummerSlam et le premier SmackDown de WWE Thunderdome. Vous êtes prêts? Que le show commence! Donc le show commence donc avec le président de la WWE, Vince McMahon, qui nous accueille et qui souhaite la bienvenue à SmackDown au WWE Thunderdome. Et donc Vince McMahon commence à nous parler donc de SummerSlam en nous disant bien sûr le slogan de SummerSlam, que ce sera quelque chose, qu'il y aura quelque chose que vous n'aurez jamais vu. Et donc les lumières commencent à s'éteindre et on a l'arrivée de The Fiend, Bray Wyatt. Bray Wyatt qui confronte le président de la WWE et on voit que Vince McMahon n'est pas très rassuré et il tente de quitter le ring. Mais au final The Fiend ne veut pas, il fait en sorte que Vince McMahon reste dans le ring et on a l'entrée du champion universel Braun Strowman. Et donc là, Braun Strowman arrive et il confronte The Fiend de Bray Wyatt. Mais tout de suite après, on a les lumières qui commencent à s'éteindre et on a l'arrivée du clan Retribution. Et donc à noter que depuis un moment, le clan Retribution commence à être un peu plus nombreux. On commençait avec 5 personnes et là on se retrouve avec une bonne dizaine de personnes. Et donc là on voit que Retribution est suffisamment nombreux pour pouvoir encercler The Fiend et Braun Strowman au niveau des coins de ring. Et donc là on voit que The Fiend et Braun Strowman commencent à rire, donc on suppose que The Fiend et Braun Strowman vont se débarrasser de Retribution. Mais on voit que The Fiend commence à faire le signe du au revoir à Braun Strowman. Et donc là, les lumières s'éteignent et The Fiend a totalement disparu du ring. Et donc au final, Braun Strowman est tout seul face à Retribution. Et comme vous avez pu le remarquer, en infériorité numérique, Braun Strowman a beau être un monstre, il n'a pas fait le poids face à Retribution. Et donc on a le roster de SmackDown qui vient secourir Braun Strowman. Et on a une bagarre générale entre le roster de SmackDown et Retribution. Et on voit qu'à un moment donné, quand Retribution quitte le ring, on a The Miz qui arrive et qui vient donc se mêler au groupe du roster de SmackDown. Donc là, je vais parler d'une rumeur, je tiens à préciser, ça provient de Ringside News qui apparemment dirait que The Miz serait donc au centre de la storyline concernant Retribution. Parce que c'est vrai que ça pourrait être le cas, parce que c'est bizarre que à chaque fois que Retribution est là à SmackDown, le Miz n'est pas là. Parce que la semaine dernière, c'est ce qu'on a eu quand Retribution a attaqué John Morrison et Biggie. Le Miz n'était pas, il a dit voilà, j'étais au téléphone avec Maryse. Donc si ça se trouve, c'est un prétexte. Donc on ne sait pas, donc je tiens à préciser que ce sont que des rumeurs. Mais suite à au départ de Retribution, donc à la fuite de Retribution, on voit Drew Gulak et Jey Uso qui commencent donc à checker Braun Strowman pour savoir s'il va bien. Donc Strowman parvient donc à se lever, il n'a rien, mais il attaque aussitôt Drew Gulak et Jey Uso. Et on voit que quand il part, on voit que Braun Strowman est tout simplement frustré de Retribution parce qu'il était quand même face à face avec The Fiend. Il avait l'opportunité donc de s'attaquer à lui, mais à cause de Retribution, son plan est tombé à l'eau. Et donc là, on voit que les catcheurs de SmackDown commencent à quitter le ring, sauf Biggie et Sheamus qui se préparent pour leur combat. Donc là, on passe au premier combat de la soirée, Sheamus face à Biggie. Mais je tiens à noter que durant le match, tout le roster de SmackDown était autour du ring. Donc probablement pour combattre Retribution si ces derniers venaient à intervenir durant le match. Et donc au final, durant le match, on a juste eu des effets de lumière dignes de Retribution, mais ces derniers ne sont pas intervenus. Mais à noter que durant le match, on a donc King Corbin et Matt Riddle qui étaient pas loin l'un d'un côté de l'autre, et King Corbin attaque Matt Riddle. Et donc au final, Matt Riddle se défend et on a donc une bagarre qui est déclenchée à l'extérieur, ce qui distrait Sheamus et qui permet à Biggie de porter un roll-up pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Biggie. Et suite à la victoire de Biggie, on voit Otis et Tucker, donc de Heavy Machinery, qui viennent aussitôt aux côtés de Biggie dans le but de protéger en cas où si Sheamus, en tant que mauvais perdant qui est, viennent à attaquer Biggie. Et donc moi personnellement, je suis assez content de cette victoire de Biggie, parce qu'à noter que depuis qu'il est en solo
depuis que Kofi Kingston et Xavier Woods ne sont plus opérationnels, Big E est invaincu en solo à la WWE pour le moment. Donc j'espère sincèrement que la WWE va faire continuer le push à Big E dans le but de pourquoi pas lui faire affronter le champion intercontinental. Donc là, on passe aussitôt en coulisses où on voit Jeff Hardy qui se fait checker la jambe droite par un médecin. Donc on peut supposer que durant la bagarre générale face à Rétribution, Jeff Hardy a été blessé à la jambe. Et encore en coulisses, on voit la Lucha House Party, donc Lince Dorado, le Grand Metalik, et le revenant Kalisto, donc qui s'apprête à rentrer dans le ring pour leur match de championnat face à Shinsuke Nakamura et Cesaro. Mais ces derniers se font aussitôt attaquer par Nakamura et Cesaro. Donc on passe aussitôt au deuxième match de la soirée, le match pour le titre par équipe de SmackDown. Nos champions Shinsuke Nakamura et Cesaro affrontent la Lucha House Party, le Grand Metalik et Lince Dorado accompagnés de Kalisto. Donc à noter que durant le match, c'était un match assez correct, mais à noter la fin de match où on a eu des figures acrobatiques à droite à gauche, mais qui s'est terminé par un roll-up de Cesaro pour le compte de 3. Vainqueur de ce match et toujours champion, Cesaro et Shinsuke Nakamura. Mais à noter qu'après le match, on a Kalisto qui vient engueuler Lince Dorado et Lince Dorado donc se confronte Kalisto et au final ça dégénère. Et donc au final le Grand Metalik vient entre les deux dans le but de les séparer. Donc on peut supposer que dans les semaines à venir, on va avoir des tensions entre la Lucha House Party, principalement entre Lince Dorado et Kalisto, et pourquoi pas voir l'un des deux catcheurs partir de la Lucha House Party et faire un run en solo. Donc là, si je dois noter ce match, je mettrai un 7 sur 10 assez correct. Donc je pense que c'est ce que je vais faire dorénavant dans les shows Raw ou SmackDown en dehors des pay-per-view quand on aura des matchs de championnat. Et franchement, je trouve assez sympa de voir que la WWE met en avant la Lucha House Party, sachant que l'année dernière, la Lucha House Party, c'était la 5e roue du carrosse. Et au final, ça permet donc de vraiment placer Shinsuke Nakamura et Cesaro en tant que grand champion dominant à la WWE du côté de SmackDown. Donc je suis très curieux de voir quels seront les prochains challengers contre Shinsuke Nakamura et Cesaro. Donc là, on repasse en coulisses où on voit toujours Jeff Hardy qui se fait examiner la jambe droite par le médecin. Et juste après, donc on voit donc des images donc de la bagarre entre le roster de SmackDown et Rétribution et on découvre qui est le coupable de la blessure de Jeff Hardy. En fait, on voit que durant la bagarre, AJ Styles en a profité pour attaquer Jeff Hardy à la jambe droite. Et donc on est toujours en coulisses, on voit Kayla Braxton qui interroge AJ Styles par rapport à son attaque sur Jeff Hardy. Et donc au final, AJ Styles se justifie en disant qu'il était en train d'attaquer les membres de Rétribution et qu'au final, Jeff Hardy s'est mis sur son chemin. Et AJ Styles a un air assez dégoûté en disant « Oh, c'est dommage, il a raté une opportunité pour son match pour le titre intercontinental, il ne pourra pas catcher. » Et là, on voit donc AJ Styles donc, qui croise le chemin des championnes Bayley et Sasha Banks. Et donc, au final, ils sont tous les trois heureux d'être champions. Et on voit qu'ils sont en train de cogner donc leur ceinture, donc le titre intercontinental, le titre de Raw et de SmackDown. Donc là, on est toujours en coulisses donc avec Kayla Braxton qui donc interview Mandy Rose par rapport à sa, plus ou moins à sa santé psychologique. Et donc Mandy Rose dit tout simplement qu'elle est pas bien du tout, qu'elle ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Sonya Deville. Elle espère que Sonya Deville a toujours une part de bonté en elle et que tout simplement on voit que Mandy Rose ne veut pas affronter Sonya Deville à SummerSlam. Donc elle veut parler à Sonya Deville, elle veut tenter donc de faire table rase sur le passé qu'il y a eu entre elles et que les deux catcheuses puissent revenir comme avant, de très bonnes amies. Parce que pour information, Mandy Rose et Sonya Deville s'affronteront dans un match cheveux contre cheveux lors de SummerSlam. Et donc là, on passe dans le ring avec Bayley et Sasha Banks qui sont accueillis par Corey Graves. Et donc là, Corey Graves nous rappelle les faits qu'il va y avoir lors de SummerSlam en disant que Bayley et Sasha Banks devront faire face à la même challengeuse le même soir, Asuka. Et donc au final, Corey Graves dit que vous avez songé sur le fait que Asuka peut les battre toutes les deux et devenir à la fois la championne de Raw et la championne de SmackDown et donc de brandir 2 titres. Et donc au final, Bayley donc stoppe Corey Graves en disant qu'il n'y a que 2 femmes à la WWE qui peuvent porter 2 titres en même temps.
et que les deux femmes se trouvent dans le ring. Il s'agit de Bayley et de Sasha Banks. Et donc au final, Corey Graves continue toujours à rappeler les faits en disant que Asuka a déjà battu Bayley il y a quelques temps et que Sasha Banks a été obligée d'avoir recours aux interventions donc de Bayley dans le but de vaincre Asuka pour devenir championne de Raw. Et donc au final, Corey Graves demande justification de ces différents actes et donc Bayley répond sur le fait que tous ces actes n'ont qu'un seul but, c'est-à-dire toucher l'or. Et donc au final, Corey Graves nous rappelle les faits de Raw en disant que Bayley s'est porté volontaire pour affronter Asuka en première à SummerSlam, mais Corey Graves dit que ce n'est pas logique, parce que pour information, Bayley lors du match entre Asuka et Sasha Banks a attaqué Kairi Sane, la partenaire de Asuka. Donc au final, Corey Graves dit tout simplement, bah mais c'est pas logique ton truc, parce qu'au final, Asuka, tu vas affronter Asuka en première, mais Asuka dans sa tête vis-à-vis de toi n'a que l'idée d'une chose, c'est de se venger. Et là, on voit que Bayley commence à faire une petite pirouette en disant que ce n'est qu'une suggestion. Et donc, au final, Sasha Banks se retourne envers Bayley en disant attends, c'est quoi ton truc? Tu t'étais porté volontaire pour affronter Asuka et là, tu fais une suggestion. Donc, au final, on voit que Bayley essaie désespérément de faire en sorte pour que Sasha Banks affronte Asuka en première. Et donc là, au final, on a la musique de Naomi qui vient pour plus ou moins résoudre le problème de Bayley et de Sasha Banks. Donc elle propose un combat. Mais on voit que Bayley et Sasha Banks s'en foutent totalement. Elles ne veulent pas affronter Naomi. Et on a Corey Graves qui propose donc un Beat the Clock Challenge. Donc en gros, c'est-à-dire de battre le chrono. Et donc au final, Naomi est d'accord avec cette idée et elle sort un drop kick sur Bayley et Sasha Banks, ce qui va entraîner notre troisième et quatrième combat. Donc troisième combat, Naomi face à Sasha Banks. Et donc je tiens à préciser que c'est un Beat the Clock Challenge. Donc en gros, il s'agit de battre son adversaire le plus rapidement. Et la catcheuse qui réalisera le meilleur temps pourra affronter Asuka en dernière. Donc au final, le match a duré environ 3 minutes. Donc pour être exact, le match a duré 3 minutes et 39 secondes qui s'est terminé à un bank statement de Sasha Banks pour la soumission finale. Donc gagnant de ce match, Sasha Banks qui finit le match en 3 minutes 39. Donc si Bayley veut devenir la dernière à affronter Asuka, elle devra battre Naomi en moins de 3 minutes 39. Et on voit que à peine le match terminé, Bayley attaque aussitôt Naomi et on voit que Sasha Banks, elle est pas du tout, elle ne comprend pas parce qu'elle voit vraiment que Bayley est prête à tout pour ne pas affronter Asuka en dernière, quitte à tricher, à mettre Naomi dans une mauvaise position avant son match. Et on voit que durant le match, Sasha Banks, donc qui est au coin de ring, qui n'est pas du tout rassuré de voir que Bayley domine le match alors que le match vient à peine de commencer. Et donc là, on est au quatrième match de la soirée, Bayley contre Naomi. Et donc je tiens à rappeler que si Bayley veut être la dernière à affronter Asuka, elle devra battre le score de Sasha Banks. Mais à un moment donné, on a Naomi qui évite le coup de pied donc de Bayley, qui porte son wave view, donc au final son coup de fesse pour le compte de 3. Donc gagnante de ce match, Naomi. Et on voit qu'après le match, on a Sasha Banks qui est heureuse et tout parce que ça y est, c'est officiel. Il n'y aura pas de pirouette possible pour Bayley. Bayley sera la première à affronter Asuka lors de SummerSlam. Et donc suite à cela, on a Asuka donc qui arrive dans le ring, donc qui commence à parler un petit peu japonais et elle dit qu'à SummerSlam, elle deviendra l'impératrice de tous les titres car personne n'est prête pour Asuka. Et on voit que Asuka parvient à se débarrasser de Bayley et de Sasha Banks. Mais on voit que Bayley parvient à fuir, donc à monter la rampe, mais à complètement ignorer Sasha Banks qui, elle, était sur la rampe d'entrée en train de se tortiller de douleur. Donc moi, personnellement, je suis en train d'imaginer donc qu'est-ce qui va se produire lors de SummerSlam parce qu'on voit quand même quelques fragments de dissension entre Bayley et Sasha Banks. Donc déjà dès le début d'interview avec Corey Graves, où voilà, Bayley, elle fait passer donc son volontariat à une suggestion dans le but de voilà d'avoir quand même son avantage parce que c'est vrai que c'est logique. La première qui va affronter Asuka aura un désavantage par rapport à la deuxième parce que Asuka lors du premier match, elle sera à 100% alors que dans le deuxième, vu qu'elle sera sortie d'un match, elle aura plus la même énergie, elle sera fatiguée.
Donc la deuxième catcheuse aura un avantage sur Asuka. Donc on voit vraiment que voilà, les deux sont prêtes à tout pour pouvoir être la dernière à affronter Asuka. Mais on voit que Bayley est quand même un peu plus machiavélique que Sasha Banks. Parce qu'en effet, comme on a vu, elle était prête même à tricher, donc à faire très mal à Naomi pour vraiment battre Naomi le plus rapidement possible. Mais moi, ça ne changera rien. Peu importe si c'était Bayley ou Sasha Banks qui affrontait Asuka en première. Donc, je vous fais un lien juste ici pour mon Jimbo Gnostic. Pour moi, Asuka, peu importe qui elle va affronter en première, elle sera Asuka Tubet. Elle deviendra l'impératrice de tout it. Et donc là, on passe en coulisses avec Jeff Hardy a le feu vert des médecins pour combattre ce soir. Donc, son match pour le titre intercontinental contre AJ Styles sera toujours maintenu. Et toujours en coulisses, donc avec Sonya Deville, qui est interviewée par Kayla Bryson, donc qui veut répondre donc aux propos donc de Mandy Rose. Mais au final, Sonya Deville ne répond absolument pas et on a Dana Brooke qui arrive, qui lui dit voilà, je suis avec toi par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, sois fort. Mais on voit que Dana Brooke se prend une énorme gifle de Sonya Deville. Donc ça me permet de bifurquer directement sur l'info que Dana Brooke dit par rapport à la semaine, parce que dans la vie privée, Sonya Deville a failli être enlevée. Et ça, c'est pas storyline, c'est carrément vie privée, quoi. C'est de la vie réelle, c'est pas scénarisé. Sonya Deville a failli se faire enlever. Donc d'après les informations que j'ai recueillies, donc l'agresseur de Sonya Deville préparait son coup depuis un bon moment. Et donc au final, son plan est totalement parti à l'eau suite donc au déclenchement donc de l'alarme de la maison de Sonya Deville, qui a permis donc à Sonya Deville et à son invité donc de quitter la maison, de s'enfuir et en même temps appeler la police. Donc c'est quelque chose, voilà, faut pas jouer avec ces conneries là parce que c'est véridique, c'est vrai. Fin de la parenthèse. Donc là on repasse dans le ring avec Sonya Deville qui est donc sur la rampe d'entrée, donc qui est au micro et qui donc au final nous annonce que le match qu'elle aura face à Mandy Rose ne sera pas un match cheveux contre cheveux. Elle augmente les enchères. Ce sera un match sans disqualification et la perdante de ce match devra quitter la WWE. Donc moi personnellement, ça ne changera pas mon opinion. Ce sera Mandy Rose qui sera donc gagnante de ce match. Donc au final, Sonya Deville a proposé ce match parce qu'elle en a rien à cirer de perdre le match et de se raser la tête. Elle l'a dit, elle en a rien à foutre, mais elle veut augmenter les enchères. Donc je suis très curieux de voir ça, mais comme je l'ai dit, ça ne changera pas mon Jimbo Gnostic, ce sera toujours Mandy Rose qui sera gagnante de ce match. En tout cas, on repasse en coulisses donc avec Nikki Cross qui nous dit que elle et Alexa Bliss sont amies depuis un moment et que cette semaine, elle a contacté Alexa Bliss et qu'elle avait affaire à une Alexa Bliss totalement différente. Parce qu'elle nous dit que d'habitude, Alexa Bliss est quelqu'un de chaleureuse, intentionnée et drôle, mais que quand elle a parlé à Alexa Bliss, c'était quelqu'un de totalement différent et donc elle nous dit qu'il va se passer quelque chose de mauvais dans les jours voire même semaines à venir. Donc moi personnellement je suis assez curieux de voir ça parce qu'au final cette petite vidéo de Nikki Cross pour moi sonne plus ou moins une sorte d'avertissement pour le match pour le titre universel entre The Fiend Bray Wyatt et Braun Strowman. Donc là, on passe au dernier match de la soirée. Le match pour le titre intercontinental. Le champion AJ Styles défend son titre face à Jeff Hardy. Et donc à noter que bien sûr, Jeff Hardy n'est pas à 100% opérationnel. Il combat avec un handicap car il est blessé à la jambe droite. Donc au final, il y a une attaque au niveau de la jambe droite. Et on voit que durant le match, AJ Styles s'acharne totalement sur cette jambe droite. Allant même jusqu'à porter son cap crusher. Donc pour vraiment faire un énorme mal possible à Jeff Hardy. Mais ça n'empêchera pas Jeff Hardy donc d'être toujours aussi combattant et de contrer donc le Styles Clash d'AJ Styles avec un coup de genou avec son attaque. Ce qui permet donc à Jeff Hardy d'enchaîner avec son Twist of Fate et son Sweat on Bomb pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match et nouveau champion intercontinental, le charismatique Enigma Jeff Hardy. Et on voit que Jeff Hardy juste après donc il est interviewé par Kayla Braxton et il dit tout simplement qu'il est heureux. Parce que quand on lui a dit que l'année dernière, il deviendrait champion intercontinental, il n'y croyait absolument pas. Et il dit que maintenant, il est heureux. Il dit que voilà, la vie, c'est un challenge et c'est comme ça. Et franchement, si je dois noter ce match,
je mettrais un très bon 9 sur 10 parce que pour moi, déjà, certes, il y en a, ils peuvent dire que le match était assez bizarre parce que c'est vrai que majoritairement, AJ Styles était en train de dominer, mais Jeff Hardy a su se remettre d'attaque au bon moment, que même avec une jambe en moins, il était capable de faire face à AJ Styles et de le battre. Et puis moi, ça me permet de faire vraiment un petit retour vers le passé parce que comme vous savez, Jeff Hardy, le premier titre en solo qu'il a remporté à la WWE, c'était le titre intercontinental. Donc c'était vraiment durant les périodes catch attack quoi. Donc c'est vraiment les périodes que moi je regardais. Et donc me voir Jeff Hardy champion intercontinental, ça rappelle vraiment que des bons souvenirs. Et donc on voit qu'en coulisses après, AJ Styles est complètement dégoûté, il est furieux de son match et donc il est en train de parler avec le gars qu'on avait la semaine dernière, donc il s'agit de Abyss. Donc le gars qui lui présentait les statistiques et il comprend absolument pas parce qu'il était en train de dire mais d'après les statistiques, Jeff Hardy n'avait aucune chance de me battre. Et donc au final, Kaya Bryson vient interviewer AJ Styles par rapport à sa défaite. Et il dit que tout simplement, il est dégoûté que c'est TIA ce qu'a fait Jeff Hardy parce qu'il a battu avec un coup d'attel. Donc on peut supposer que voilà, AJ Styles pourrait potentiellement avoir un nouveau match de revanche contre Jeff Hardy. Donc là, ça y est, c'est l'heure de la Firefly Funhouse avec notre cher ami Bray Wyatt. Et donc là, Bray Wyatt nous accueille et il nous dit qu'il a quelque chose à nous dire, il nous aime. Et donc là, on voit que Bray Wyatt nous fait un petit monologue sur ce qui est amour en disant que voilà, l'amour est quelque chose de bien, mais ça peut être aussi une arme terrible qui peut faire tomber par exemple un ange aux ailes brisées, qui peut servir à manipuler des gens. Et après, Bray Wyatt nous fait plus ou moins une pièce de théâtre entre Braun Strowman et Alexa Bliss avec ses marionnettes. Et au final, Bray Wyatt interrompt donc au final comment on peut dire ça, cette pièce de théâtre à Shakespeare en disant voilà, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et donc au final, Bray Wyatt exprime sa volonté en disant que voilà, il ne veut pas attendre SummerSlam pour mettre les mains sur Braun Strowman. Et on a Braun Strowman qui vient attaquer Bray Wyatt pendant le Firefly Funhouse. Et après donc la publicité aux États-Unis, Braun Strowman et Bray Wyatt sont en train de se bagarrer dans les coulisses donc du Thunderdome et Braun Strowman place Bray Wyatt sur un chokeslam, mais on voit que les officiels de la WWE ne veulent pas que Braun Strowman fasse ça, mais il le fait quand même. Il porte un chokeslam sur Bray Wyatt d'une certaine hauteur. Donc Bray Wyatt il tombe, donc il n'est plus donc voilà, il est blessé. Donc au final les officiels donc appellent une ambulance, donc ils placent Bray Wyatt dans l'ambulance, donc on voit l'ambulance qui part, mais on voit que les officiels ne comprennent absolument pas parce que comme ça l'ambulance s'arrête et se met à reculer. Donc ils se demandent qu'est-ce qui se passe et on a les lumières donc de l'ambulance qui virent au rouge. Et donc là, on voit donc le caméraman qui est en train de regarder les officiels et les officiels ont vraiment le visage terrifié. Et le caméraman se retourne et The Fiend Bray Wyatt sort de l'ambulance. Et le show se termine avec The Fiend Bray Wyatt qui est mort de rire. Donc là, ça me permet de refaire un petit moment sur le passé parce que c'est vrai, j'ai beaucoup regardé les réseaux sociaux suite à cela et beaucoup de gens se rappellent donc de la rivalité entre Kane et Seth Rollins en 2015 où vraiment Kane à cette époque avait deux personnalités. On avait Corporate Kane et le démon Kane, et je me souviens qu'à un moment à War donc Seth Rollins avait attaqué donc Kane, Corporate Kane, mais violemment. Donc Kane était parti donc en ambulance et que tout de suite après donc on avait les mêmes lumières, donc les lumières rouges et à vapeur, et le démon Kane en est ressorti. Et franchement c'est un truc que j'adore, le coup des doubles personnalités où on voit vraiment que on a vraiment Bray Wyatt, animateur du Firefly Funhouse qui est à part, et The Fiend avait son côté démoniaque. Et franchement je suis content de voir cette rivalité et ça m'excite encore plus de voir cette rivalité à SummerSlam. Donc là voilà, la vidéo est terminée. Donc là je vais vous donner mon point de vue par rapport au WWE Thunderdome parce que personnellement j'ai suivi donc l'évolution de ce Thunderdome du début à la fin. J'ai vu les premières photos, j'ai vu les premières vidéos et franchement j'étais heureux de voir ça, j'étais très curieux de voir ça. Donc je vous cache pas que quand je me suis réveillé ce matin,
Et la première chose que j'ai fait, c'est de regarder les extraits pour voir qu'est-ce que ça donnait. Et franchement, j'adore ce système de Sound Nano parce qu'on voit vraiment qu'on est dans une arène, parce que c'est quand même Huawei Center. Donc c'est quand même une arène qui a accueilli plusieurs événements de la WWE, comme j'avais expliqué. Il y avait accueilli au Royal Rumble 2016. Donc en gros, c'est quand même une arène qui a quand même de la gueule. Et de voir donc les fans donc sur le côté du ring, donc en facecam, ça me dit, comment je peux dire ça, j'en perds mes mots, ça permet presque de limite montrer une image de ce qui pourrait arriver, peut-être, pourquoi pas dans le futur, pourquoi pas qu'on aura peut-être pu les fans comme ça, mais qu'on aura les fans de manière virtuelle, parce que pour le moment, avec la crise du coronavirus, on ne sait pas d'ici combien de temps on aura les fans physiques qui pourront revenir, mais là, le fait d'avoir les fans virtuels, moi, j'aime bien. Et puis surtout du fait qu'on est dans une arène différente du Performance Center, la WWE peut se lâcher sur les effets de pyrotechnie ou encore de feux d'artifice. C'est ce qu'on a pu voir lors du show avec par exemple l'entrée d'AJ Styles ou encore l'entrée de Bayley et tant d'autres. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne et activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis surtout, soyez fiers d'être fan de catch. C'était Jimbo. Ciao, bye bye.